Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenas Aires Calcio, ce Buenas Aires Calcio, le premier de l'Euro 2024. Je suis très content de vous retrouver. Bonsoir dans les commentaires, bonsoir à tous sauf à Dedesco, prochain match, je veux Openda titulaire. Dit OJCRM, il est chaud direct. Avec la Belgique, effectivement la Belgique... c'est marrant parce que je faisais le programme de Buenas Aires Calcio et j'étais en train de dire les gros sont là. Justement, on va peut-être pouvoir discuter, savoir si la Belgique est encore un gros en Europe, et moi je pense que non. Je pense que la génération, la fenêtre de tir de cette génération est passée, mais bon, voilà. S'il y en a un qui a osé le combo Roumanie-Slovaquie, il doit être bien ce soir, effectivement, c'est vrai. Salut Okotonujo, bienvenue dans le chat. Bienvenue dans ce premier Buenas Aires Calcio de l'Euro 2024. Écoutez, l'Euro 2024 a commencé en fanfare vendredi soir. Et ça fait maintenant 4 jours qu'on a de la compétition et voilà, je voulais un petit peu revenir sur ces 4 premiers jours de compétition. Alors on a encore un match très important ce soir. Tu regardes South Park, la Belgique a perdu, ouais, tout à fait, la Belgique a perdu 1-0 contre la Slovaquie et bon, sur une erreur un petit peu à la Italie, hein, d'ailleurs, hein, une espèce d'erreur de remise bizarre, et puis ensuite la Slovaquie marque, mais en revanche la Slovaquie a dominé ensuite derrière, donc c'était pas derrière juste du fort à la mot, donc c'était plutôt pas mal. Alors, j'ai réparti en 3 phases ce Buenas Aires Calcio, comme d'habitude. J'ai nommé ça le jeu et l'enjeu, les gros et la France. Donc voilà, la première partie, c'est on s'amuse à l'Euro. Ouais, parce que la moyenne de buts est quand même très très élevée. Alors, jusqu'au 1 partout du Danemark, on était à 16 buts en 4 matchs, je crois, donc c'était 4 buts de moyenne par match, donc c'était vraiment très très bien. Et puis là, c'est vrai que le 1-0 de la Slovaquie et le 1 partout donc du Danemark a fait en sorte que bon, la moyenne a un peu baissé, mais franchement, encore 3-0 pour la Roumanie tout à l'heure contre l'Ukraine. Donc vraiment beaucoup de buts, des équipes qui sont très 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 avec beaucoup d'intensité, un football très agréable. Il y a quasi aucun match où je me suis embêté. Et excepté le match du Danemark, qui était quand même pas foufou, faut quand même le dire. D'ailleurs, c'était un peu la déception du Danemark, parce que j'attendais un petit peu mieux de cette équipe qui était qui avait raté sa Coupe du Monde 2022, mais qui avait fait un super Euro et qui généralement joue plutôt bien. Donc voilà. Højlund est nul depuis qu'il est parti. Ok. Non, franchement, sa fin de saison à Manchester, c'était pas mal, hein. C'était de mieux en mieux. Enfin, sur les... Ouais, même pas seulement la fin de saison, hein. Ces 4-5 derniers mois, c'était bien. Début de saison très compliqué, mais là, les 4-5 derniers mois avec Manchester, c'était plutôt pas mal. C'était quand même le mec qui était avec Kobbie Mainoo, c'était les deux joueurs qui étaient vraiment plutôt bons à Manchester United, donc il y en a pas beaucoup, faut les noter, faut les souligner. Donc voilà, non, Højlund, c'est pas trop mal. Bon, après là avec le Danemark, c'était compliqué. Mais quand même très très beau clin d'œil du Danemark avec bien sûr Eriksen qui marque alors qu'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il était allongé sur le terrain en ayant fait un arrêt cardiaque. Donc franchement, c'est vraiment une histoire complètement dingo de voir Eriksen marquer dans cet Euro. D'ailleurs, c'était marrant son interview. Je sais pas si vous l'avez vu, où il disait déjà d'un point de vue personnel, je suis content parce que j'y jouais plus que l'année dernière. Parce que l'année dernière, je crois qu'il s'était effondré à la 42e minute. Donc là, il a fait un match entier. Il s'était effondré à la 42e minute du premier match. Là, il a fait un match entier. Donc voilà, déjà, c'est bien, c'est rassurant déjà physiquement, même s'il a repris le foot entre-temps. Donc on sait qu'il y a plus vraiment de soucis avec son pacemaker, etc. Il est encadré, on va dire. Mais oui, c'était quand même un très très beau clin d'œil que ce soit lui qui marque sur le match d'ouverture, alors que le dernier match d'ouverture de l'Euro du Danemark, hein, je veux dire, il s'était effondré, quoi.
Donc voilà. Moi, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais les joueurs ont une super intensité et j'étais pas super serein vu la préparation un petit peu tronquée, quoique c'est quand même 2 semaines et demie, presque 3 semaines pour ceux qui n'ont pas commencé tout de suite dans l'Euro. Donc finalement c'est pas si peu que ça. Avant c'était plutôt 1 mois, on avait le temps et de partir en stage à Tignes ou à Font-Romeu et après de faire une préparation à Clairefontaine, enfin ou l'équivalent de Clairefontaine dans les pays européens. Maintenant, on n'a plus de stage d'oxygénation et tout, on a juste directement la préparation, mais c'est vrai que 3 semaines, là, je crois que l'équipe de France, finalement, en jouant lundi, a eu vraiment 3 semaines complètes de préparation, donc c'est quand même pas trop mal, mais sauf pour ceux qui ont joué la finale de Ligue des Champions, qui eux ont eu 2 semaines et demie, à peu près. Donc, oui, c'est ça, un petit peu moins de 2 semaines et demie. Donc, mais sinon, ouais, plutôt pas mal finalement l'intensité physique des joueurs. Moi, j'ai trouvé ça très agréable. Et puis aussi des sélectionneurs, même les petites équipes, qui attaquent en fait. Et qui assument les déséquilibres, ce qui fait que oui, il y a des gros scores. Alors c'est sûr que pour les gens qui aiment la tactique et la défense, c'est pas forcément le meilleur Euro depuis le début en tous les cas. Mais c'est vrai que ça donne des scores spectaculaires. Il y a aussi un autre match quand même qui m'a pas vraiment plu. C'est quand même alors un petit peu plus que Danemark-Slovénie, mais c'est Angleterre-Serbie. Parce que j'attendais plus des 2 équipes en fait. C'est-à-dire que l'Angleterre, pour moi, c'est le favori numéro 1 de l'Euro sur le papier, même si on sait qu'ils ont un sélectionneur qui est pas terrible, et puis que même traditionnellement, l'Angleterre a une espèce de blocage pour gagner, quoi. Donc voilà, donc ça c'est les deux bémols, mais sinon intrinsèquement, je pense que c'est la meilleure équipe. Donc effectivement, je m'attendais à mieux. Et la Serbie en face, je trouve qu'ils sont super bien équipés en fait. Ils ont des très bons joueurs à énormément de postes. Donc je m'attendais pas à ce en tous les cas, je m'attendais à ce qu'ils produisent plus de choses contre l'Angleterre. Et l'Angleterre, alors, excepté ses 20 premières minutes, après, derrière, c'était n'importe quoi. À un moment donné, tu avais l'impression que c'était une équipe... C'était eux les outsiders et la Serbie qui était le gros. Ils dégageaient n'importe comment. Enfin bref, c'était assez hallucinant. Mais c'était quand même un peu plus rythmé que Danemark-Slovénie, qui était vraiment très chiant à regarder. Donc, enfin, chiant. En fait, pas très, mais chiant. Comparé à tous les autres. D'accord, parce que c'est vrai que ça avait commencé en fanfare avec le match de l'Allemagne contre l'Écosse, et puis ça avait bien continué derrière avec des très 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 beaux matchs. Donc voilà, là aujourd'hui je pense qu'on a eu le but du tournoi dans Roumanie-Ukraine. Stancku, je crois, c'est ça le nom du joueur, il met une frappe. Elle est spectaculaire. Donc non, franchement c'était vraiment très très intéressant de vivre ce début d'Euro. Moi je suis super content, tous les jours t'as 3 matchs, c'est trop bien. Donc voilà, non, je suis très content. Ça on s'amuse à l'Euro, c'était la première partie. Aujourd'hui on va faire un petit peu plus court parce que je veux pas vous prendre trop de temps pour que vous puissiez être prêts pour le match de 21h. Pareil, on va faire pareil tous les lundis, on va essayer de le faire entre 20h et 20h45. Comme ça, on est prêt pour le match de 21h et en même temps, on a le temps de terminer le match de 18h qui se termine à 19h45, 19h50 généralement ou 55. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je garde ce créneau horaire, mais que je vais pas trop l'étendre. Ça, vous avez le temps de grignoter un truc, de vous mettre devant la télé et d'enchaîner avec un France-Autriche qui risque d'être intéressant. Bon, on va en parler après de toute façon. Le deuxième point, c'est les gros sont là. Ouais, effectivement, super planning. Et absolument, Cotonou, t'as vu, je pense à tout. Tac tac, j'ai mis des petites couleurs et tout. Sandwich, France-Autriche, tac tac. Ça, c'est du planning. Oui, donc les gros sont là. Effectivement, tous les gros sont là. Il y en a qu'un qui n'est pas répondu présent, c'est la Belgique. Et peut-être la France, on verra. Mais en tous les cas, effectivement, tous les gros ont gagné. Il n'y en a pas un qui est passé à travers.
Alors bon, il y en a certains qui disent oui, mais bon, le Danemark, ouais, bon, le Danemark c'est pas un gros, ok, il a fait une demi-finale en 2021, mais honnêtement c'était un peu sur un malentendu, c'était un peu le Jean-Claude Duss de la compétition internationale, donc voilà, mais effectivement ils ont tous gagné, l'Allemagne a vraiment convaincu, l'Espagne a été très très impressionnante, vraiment. La Croatie en revanche, bon, pour moi c'était pas un gros, je pense qu'ils sont en fin de génération, bah ils se sont fait étrier, hein, voilà, mais l'Espagne a fait un très gros match et il m'inquiète parce que ils sont, comment dire, ils ont toujours leur espèce de maîtrise un peu technique, même si le niveau global a baissé parce que les joueurs qu'ils ont c'est pas non plus fantastique, mais ils ont trouvé 2 très beaux ailiers. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas avant, en la personne de Nico Williams et de Lamine Yamal. Donc ça change tout. Après, ils ont un numéro 9 qui est... Ok, il était sur on ce match-là, mais on sait très bien qu'il peut très bien être sur off le match suivant. Hein. On connaît Morata, énormément de qualité, mais aussi un très gros problème de fiabilité. C'est-à-dire qu'il va se créer des situations, mais il a vraiment des problèmes à être constant dans son réalisme face au but. Donc ça, c'est son truc. Donc voilà, ils ont Morata surtout. Ouais, voilà, comme tu dis. Donc voilà, donc c'est vrai que, mais en revanche, ils ont quand même, moi, ils m'ont impressionné parce que c'est vrai qu'ils ont un Rodri qui rayonne sur le milieu de terrain. Et ils ont après autour des joueurs, ça va, rien de spécial, mais leur triplette, la Morata, Nico Williams, Lamine Yamal, avec des joueurs, avec Rodri derrière, pour les alimenter, récupérer des ballons et distribuer le jeu, bah c'est pas mal. Après en défense c'est pas extraordinaire, au but c'est pas extraordinaire, les latéraux c'est pas extraordinaire. Bon bref, il y a beaucoup de choses qui sont pas extraordinaires, mais bon ils ont quand même une équipe qui est inquiétante. Donc voilà, eux je les sens très très bien partis. Pour moi c'est presque, à part l'Allemagne, mais l'Allemagne ils ont vraiment rencontré une équipe faible. Ou en tous les cas qui n'a pas réussi à rentrer dans son tournoi parce que c'était un peu mieux que d'habitude l'Écosse ces derniers temps, mais là bon, en plus avec le carton rouge qui est mérité, hein, enfin moi je vois pas de problème, hein, quand tu as les 2 pieds sur le tibia du monsieur et que tu n'es plus en contact avec le sol, c'est qu'il y a un problème, il faut que tu prennes un rouge parce que là c'était pas normal, hein, comme tacle. Donc voilà, donc oui, l'Espagne, ils ont quand même rencontré la Croatie, dont on sait que, ok, elle est en fin de cycle, et il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Arabie Saoudite et qui sont un peu en fin de cycle, enfin qui sont, en tous les cas, pas au niveau d'intensité physique de ces matchs-là, mais quand même, leur mettre 3-0, c'est quand même costaud. Franchement, c'est beau, quoi. Donc voilà. Et d'ailleurs, petit lien avec l'Arabie Saoudite. Le match de la Serbie, Milinković-Savić, j'avais l'impression que c'était, alors je vais pas dire son frère parce que son frère existe et en l'occurrence il est gardien de but, mais c'est un autre frère, on va dire. En tous les cas c'est pas du tout le joueur que j'ai vu l'année dernière partir de la Lazio. Là le joueur que j'ai vu c'est un gars qui était perdu, ça allait trop vite pour lui. Ok, quand il a la balle dans les pieds il est toujours un peu technique, mais le gros souci c'est qu'en plus en fait il a plus la vista parce qu'il a plus l'habitude d'avoir à prendre des décisions aussi rapidement que ça, et physiquement aussi en termes d'intensité il y est pas, quoi. Il y est pas parce que le championnat d'Arabie Saoudite, je sais pas si vous l'avez regardé, mais moi j'ai regardé quelques matchs ces derniers temps pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Encore la semaine dernière, c'est ça, ouais, la semaine dernière, parce qu'il y avait plus rien, et en l'occurrence il y avait encore des matchs là-bas, et non, l'intensité elle est horrible. Honnêtement, hein. C'est pas du tout que je veux chambrer ou quoi, mais en fait il y a aucune rigueur tactique. Défensivement les gars sont à la ramasse, mais un truc de fou. Tout le monde a 2 mètres d'espace autour de lui en permanence. T'es jamais marqué vraiment serré, quoi, excepté sur les coups de pied arrêtés. Ce qui fait que t'as du temps en fait pour prendre des décisions, pour faire des passes, et c'est ça qui te manque dans le très haut niveau en fait. Quand tu reviens, alors on va voir avec N'Golo Kanté, mais je pense que c'est ça qui te manque en fait. Ce qui te manque, c'est vraiment la vista en fait que tu n'as plus parce que t'es plus habitué à avoir à prendre des décisions super rapides. Et puis surtout, bien sûr, en termes d'intensité physique, ça n'a rien à voir. Mais quand je dis rien à voir, ça n'a rien à voir. Donc c'est ça aussi qui manque.
Donc voilà, donc Sergueï, effectivement, comme tu dis, c'est dommage, il avait tout pour être un top, bien sûr, c'est clair, hein, lui, il aurait dû partir dans un top club européen et essayer de gagner une Coupe d'Europe. C'est ça qu'il aurait dû faire, en fait. Mais bon, après, voilà, je suis pas à sa place, et quand les zéros s'alignent, il y a un moment donné, voilà, je peux comprendre que tu signes. Donc, il y a pas de... Je veux pas lui jeter la pierre, mais c'est dommage pour le foot, en fait. Donc voilà. Ouais, donc l'Espagne a été très impressionnante, l'Allemagne très impressionnante, l'Angleterre pas terrible, à part les 20 premières minutes. Jude Bellingham a fait un très bon match en revanche, mais bon, il s'est un peu éteint en fin de match, mais en même temps, il a une débauche d'énergie, lui, c'est incroyable. Donc c'est un peu normal qu'il s'éteigne. Qu'est-ce qu'on a eu aussi comme très très gros qui a joué? Bon, bah la Croatie qui a déçu. Ce soir, il y a la France, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'en gros, personne s'est vraiment troué sur ces matchs-là. Et ça, c'est quand même assez rare. D'habitude, et d'autant plus à l'Euro, les niveaux sont tellement ténus, en fait. C'est pour moi la meilleure compétition du monde, hein, de football international, justement parce que, en fait, tu as en fait des équipes qui sont toutes les équipes quasi sont très très fortes, quoi. Ah oui, je suis bête. Donc la Suisse a très bien débuté. Alors c'est pas un favori, mais la Suisse a très bien débuté contre la Hongrie. Franchement vraiment bien, belle maîtrise, très beau match. Je m'y attendais pas. Franchement très sympa. Le match était cool en plus. L'Italie. Bien sûr, débriefons un petit peu l'Italie quand même, faut pas déconner. Quand même, on parle un peu de la mère patrie footballistique. Mais oui, ça commençait très très mal. Quand j'ai vu le but, je me suis dit waouh, c'est chaud. T'es champion d'Europe, tu te fais taper directement par l'Albanie, ça va être compliqué. Donc voilà. Mais finalement, en fait, ils ont très très bien réagi. Ils ont plutôt bien joué. Alors ils ont le score raconte pas le match. En revanche, il raconte quand même quelque chose du match parce que 2-1 c'est très très peu par rapport à toutes les situations qu'a eu l'Italie. Mais ça veut dire aussi que l'Italie a des problèmes de finition et ça c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. On se souvient de Immobile en 2021 à l'Euro 2021. C'est pas voilà, il n'a pas fait l'Euro de sa vie et l'Italie a beaucoup de mal à trouver un neuf et c'est vrai que Scamacca était plutôt bouillant en fin de saison, mais il marque quand même pas en équipe d'Italie. D'ailleurs Retegui marque beaucoup plus en équipe d'Italie que Scamacca, alors que Retegui on peut pas considérer que cette saison il a fait une saison de ouf. Mais sur les 8 derniers matchs, je crois que Retegui a marqué 4 buts et Scamacca, sur ses 5 ou 6 derniers matchs, il a marqué qu'un seul but. Donc bizarrement, même si on a une perception complètement différente de Retegui et de Scamacca, c'est quand même Retegui qui marque plus. Donc voilà, mais après il n'a pas fait un mauvais match Scamacca parce qu'il a beaucoup pesé dans la défense et il a libéré les Chiesa, les Barella, etc. Donc il a fait un travail à la Giroud, on va dire, un petit peu sur ce match-là. Donc, c'était pas complètement stérile. C'était pas comme Immobile où, franchement, Immobile en 2021, il y a des matchs. L'Italie a joué à 10, très clairement. Il servait à rien. Il faisait des appels, mais les appels, personne mordait. Bref, c'était... Bon, il a pas fait que ça parce qu'il a fait des bons matchs aussi, Immobile. Mais des bons matchs, on va dire, sans le ballon. Mais voilà. Très souvent, il servait à rien. Donc bref, l'Italie n'a pas été efficace, mais suffisamment quand même pour réussir à gagner et franchement sans trop se faire peur, bizarrement, alors qu'ils ont été menés très très vite dès la première minute où tu te dis ah ouais, là ça commence très très mal. Mais en fait non, très vite ils ont remis le pied sur le ballon. Après Spalletti était pas content et je le comprends. Parce que très souvent, ils arrivaient, ils étaient dans une situation où ils pouvaient faire mal, c'est ce qu'il a dit. Hein. Et en fait, finalement, il changeait d'avis et il jouait un petit peu derrière pour conserver la balle. Spalletti veut qu'on essaye de faire mal, vraiment. C'est-à-dire, voilà, tu fais la passe qui fait mal, tu la rates, tu l'as réussi, t'as une occasion de but. Et très souvent, en fait, l'Italie en arrivait là, où il y a la passe qui fait mal que tu dois faire, et en fait, il la faisait pas, il jouait derrière, et alors que il y avait tout, hein, il y avait le joueur qui faisait l'appel, il y avait etc., mais ils osaient pas, je sais pas, ils voulaient un petit peu reprendre de contrôle. Donc je pense qu'ils vont se faire appeler Albert, Arthur ou je sais pas qui dans le vestiaire. Ils ont dû se faire appeler Arthur dans le vestiaire après le match.
Et je pense que le prochain match, ça va être différent. À mon avis, ça va être différent, et parce qu'il leur a demandé de vraiment essayer de faire mal, quoi, de en permanence se créer des occasions. Mais moi, j'ai trouvé qu'ils avaient quand même une bonne maîtrise. La Suisse, vraiment match très agréable, franchement, agréablement surpris, et surtout surpris par la Hongrie, parce que la Hongrie, je la voyais comme un bel outsider dans cet Euro, et en fait très déçu. C'était vraiment pas terrible, la Hongrie, alors que la Suisse a affiché beaucoup de maîtrise. Franchement, c'était plutôt pas mal. Moi, j'ai trouvé ça bien et beaucoup plus dynamique que d'habitude. Je critique souvent le football suisse, enfin de sélection, hein. Je parle pas du championnat, je le connais pas, mais de sélection souvent, parce qu'en fait il y a peu de joueurs qui arrivent à faire des différences, de faire du 1 contre 1, il y a très peu de verticalité. Et là, dans ce match-là, il y en a eu. Donc c'était plutôt bien. Moi, j'étais agréablement surpris par la Suisse. Donc vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu hier, Serbie-Angleterre, on en a parlé. Slovénie-Dana, les Pays-Bas quand même. Pays-Bas-Pologne, très très beau match, ça. Franchement, très sympa. Peut-être le meilleur que j'ai vu depuis le début avec le Espagne-Croatie. Les deux là, franchement, deux équipes très 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 engagées. Alors les Pays-Bas au-dessus de la Pologne, mais pas non plus avec la ligne droite de Longchamp. Mais ça change pas que ça va être compliqué à jouer, hein. Honnêtement, pour l'équipe de France, ça va être complexe à jouer les Pays-Bas, parce qu'ils ont des très très beaux arguments à faire valoir. Donc ouais, non, franchement, c'était plutôt un match sympa, parce que très équilibré, très sympa à regarder. Donc non, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc ouais, en gros, excepté le Danemark-Slovénie qui était chiant un petit peu, et puis le Belgique-Slovaquie, même si la Slovaquie a bien joué quand même, mais c'était quand même pas le match le plus foufou, et puis la Belgique était quand même emmerdante, il faut le dire. Mais sinon, très 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 beau début d'Euro. Moi je m'éclate avec cet Euro, c'est vraiment trop bien, c'est vraiment la compétition internationale que je préfère, loin devant la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, franchement, il y a plein de matchs qui m'emmerdent, avec avec des nations, c'est très bien, hein, ça doit faire plaisir dans leur pays, et je suis très content, moi, mais je suis très content pour eux, mais j'ai pas envie de regarder le match, en fait. C'est trop quoi. C'est trop naze comme niveau. Là, t'as quand même quasi toujours un niveau technique vraiment sérieux, et tactique aussi. Donc franchement, non, c'est vraiment agréable de regarder l'Euro. Et puis cette année, je trouve que l'Euro est pas mal. T'as pas d'équipes éclatées au sol qui sont là un peu par hasard, tu sais pas pourquoi. Donc même l'Albanie a très bien joué, moi j'ai trouvé. Il n'y a pas de petites équipes vraiment qui sont à la ramasse, en fait, je trouve. Vraiment, ouais, il n'y a que du lourd pour l'instant. Donc on verra. On va passer à l'équipe de France. Pourquoi est-ce que je parle de l'équipe de France? Parce que c'est le seul gros, on va dire, favori qui n'a pas encore joué, hein. C'est pas seulement parce que c'est un chat c'est un podcast, enfin une émission en français. C'est aussi et surtout parce que j'écoutais, en fait, je lis et j'écoute beaucoup de médias étrangers dans le football, parce que j'aime bien avoir un point de vue différent de juste le point de vue francophone sur le football. Et en fait, l'équipe de France ressort quasi dans toutes les bouches comme étant, et plus que l'Angleterre encore, le favori à l'Euro. Donc c'est surprenant, parce que en étant un suiveur de l'équipe de France, tu vois que tous nos cadres sont hors de forme. Kylian Mbappé s'est pas entraîné 2 entraînements sur 3 ces derniers jours, probablement parce qu'il est un petit peu blessé. Il y a énormément de joueurs qui ont passé une très mauvaise saison, qu'on fait vraiment une saison un petit peu voilà. Le meilleur milieu de terrain, c'est un gars qui joue en Arabie Saoudite. Le meilleur milieu de terrain des matchs amicaux, quoi, on va dire. C'est un gars qui joue en Arabie Saoudite. T'as quasi personne qui est créatif excepté Griezmann, et donc tu sais que s'ils éteignent Griezmann, il se passe plus rien dans le jeu de l'équipe de France. C'est terminé, c'est mort. Franchement, voilà. T'as un Dembélé c'est même plus du courant alternatif, parce que quand tu considères qu'il est efficace 1 fois sur 10 à peu près,
dans des actions. Hein. Tu peux pas considérer que c'est du courant alternatif. C'est de la chance, en fait. C'est juste, de temps en temps, le gars arrive à être décisif. Et le reste du temps, il amuse la galerie avec des dribbles et des débordements. Mais ça sert à rien. Donc voilà. Donc tout le monde dit Dembélé il fait des différences. Il fait des différences pour quoi faire en fait. Il fait des différences pour YouTube ou il fait des différences pour je sais pas, mais il fait pas ou pour Instagram, mais il fait pas des différences pour le football en fait. Il fait des différences pour la galerie, mais pas du tout pour le foot. Donc ouais, quand tu vois ça, tu te dis en fait ça va être compliqué quoi. Notre défense vraiment, on peut pas considérer en plus, il a plutôt l'intérêt, enfin il a plutôt l'intention de faire jouer ou pas Mécano Konaté. Alors, il paraît qu'il va y avoir Saliba titulaire. J'espère parce que Saliba c'est le seul bon défenseur central qu'on a en équipe de France qui est sélectionné. Hein. Donc voilà, Konaté ou pas Mécano c'est éclaté au sol. Il y en a un, il est blessé tout le temps, l'autre il fait une connerie par match à peu près, et encore, une connerie c'est la moyenne, ça peut être 2 ou 3. Donc ouais, non, j'avoue que Théo Hernandez, il a fait pas une bonne saison, il faut le dire, vraiment pas une bonne saison. Et enfin, pas une mauvaise saison non plus, mais pas du tout les standards qu'il avait ces 3-4 dernières années. Donc je suis pas non plus super convaincu que la doublette Mbappé et Théo Hernandez va vraiment faire des étincelles comme elle le devrait, parce que Mbappé est blessé et parce que, enfin, en tous les cas diminué, et parce que Théo Hernandez est pas du tout au niveau physique, etc., et même mental de ces dernières années. Et puis à droite, t'as Dembélé, et puis t'as un latéral, c'est pas un latéral, Jules Koundé, donc c'est compliqué. Et au milieu de terrain, Rabiot était blessé aussi, et franchement il est pas génial, enfin il est pas mauvais, mais il est pas génial. Donc en gros tu te retrouves avec un Kanté, Rabiot et Camavinga, et Griezmann. Si Griezmann se blesse, si le jeu repose sur Kanté, Rabiot, Camavinga, mais c'est même plus on est en PLS, c'est autre chose. Hein. Parce que ces gars-là, ils sont gentils, c'est des milieux relayeurs très cool, ils se projettent, ils amènent du physique, ils récupèrent des ballons, mais ils savent pas quoi en faire. Hein. Très honnêtement, le nombre de fois que je vois Camavinga ou même Rabiot trouer une ligne et ne pas savoir faire quoi faire avec le ballon. Alors ok, ils ont passé une ligne, ils sont super contents, mais derrière, il n'y a aucun talent pour faire une passe dans le bon tempo et tout. Encore une fois, je parle de 8 fois sur 10. Il y a 2 fois sur 10 où ils vont faire comme une passe qui va arriver plus ou moins dans de bonnes conditions pour un attaquant qui est plutôt pas mauvais. Ok. Mais sinon, à part ça, voilà. Et puis t'as Giroud. T'as Giroud qui est limite anachronique dans le football que l'équipe de France veut jouer, parce que quand t'as Dembélé et Mbappé sur les côtés, avoir Giroud, alors ok, il va servir d'appui pour Mbappé, mais pour Dembélé, il sert strictement à rien, parce que très souvent Dembélé fait des débordements. Quand il arrive pour centrer, Giroud, il n'est pas encore dans la surface parce que ça va beaucoup trop vite pour lui. Pareil, quand Mbappé fait des débordements, Giroud, très souvent, il n'est pas dans la surface parce que malheureusement, ça va trop vite pour lui. donc voilà. Donc c'est un peu... Franchement, c'est compliqué. Moi, je comprends pas trop pourquoi la France est numéro 1 vraiment dans la bouche de tout le monde, parce que je les sens pas. Mais après, une fois que tu as dit tout ça, une fois que tu as énuméré tous les problèmes qu'on a rencontrés, Mike Maignan aussi qui est blessé, qui a été blessé quasi toute la saison. Alors quand je dis toute la saison, c'est pas ça, parce qu'il a participé à, je sais pas, une trentaine de matchs, mais il a été blessé de façon récurrente tout au long de la saison. Et 2 matchs par-ci, et 3 matchs par-là, et 4 matchs par-ci, et 3 matchs par-là. En fait, et là encore, récemment, hein, il s'était blessé au niveau musculaire, et en plus, il s'était pété un doigt, ou je sais pas quoi, ou coupé un doigt, bref. Donc il est très fort, Mike Maignan, mais il est fragile, et tu sais pas s'il va aller jusqu'au bout de la Coupe du Monde. Et le gardien remplaçant, c'est Areola. Je ferai pas un euro avec Areola. Hein. On sait bien, quand il y a de la pression, ce que ça donne. Areola, c'est la passoire. Hein. Ça te sert à regarder Canal+ si t'as pas le décodeur, mais c'est tout. Hein. C'est tout ce que c'est. Parce que je vous rappelle la stat fantastique de 17 tirs cadrés, 17 buts au Paris Saint-Germain. C'est en fait, quand il doit faire qu'un seul arrêt dans le match, il sait pas le faire. Voilà. On en a déjà parlé ici. C'est un gardien, quand il est chaud et qu'on le canarde, comme ça lui arrive souvent en Angleterre dans son équipe, parce qu'il n'a pas une équipe dominante,
bah il est très chaud, il fait des arrêts. Et s'il en prend 2 ou 3, bah c'est pas grave, personne lui dit rien parce que il a fait 10 arrêts. Donc voilà. Mais quand tu joues dans les grands clubs, tu dois faire un arrêt, un seul. T'as qu'un seul tir cadré. Si tu le rates, t'es nul. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. Alors que c'est injuste, hein. C'est injuste. Mais c'est ce qui fait la différence entre les grands gardiens et les gardiens de clubs moyens. C'est exactement ça. Et malheureusement, Areola nous a prouvé que c'était pas un gardien d'un grand club. C'était un très bon gardien d'un club moyen. Donc voilà. Bref. Donc une fois que tu as dit tout ça, bah il faut quand même se rappeler que c'est l'équipe de France et que c'est Didier Deschamps. Donc en gros, si je reprends toutes les compétitions que j'ai vues de Didier Deschamps, en 2016, j'étais sûr qu'on allait rien faire. On termine en finale et on perd en prolongation. Donc tu peux pas. Ok, bon, et puis en plus, enfin bref, un tir improbable, tu fais un poteau juste avant, bref, tu peux gagner cet euro et tu le prends vraiment pas à ça, quoi. En 2018, pareil, au début de la compétition, si on me dit l'équipe de France va gagner la Coupe du Monde, je rigole. Je rigole pendant 3/4 d'heure, limite, je fais un malaise, tellement je rigole. C'est une équipe qui est éclatée au sol, enfin bref, elle est pas, t'as personne, t'as aucune référence, Mbappé, tu sais pas ce que ça va donner, et franchement, ils ont rien prouvé entre 2016 et 2018 qui te dit, ah ouais, cette équipe, elle est sérieuse, elle a un fond de jeu et tout, non. Ils jouent pas au foot, ils savent pas comment on fait, d'ailleurs, ils font une Coupe du Monde 2018 absolument horrible au niveau footballistique, mais pourtant ils gagnent. Donc voilà. Ensuite, t'as l'Euro 2021, effectivement, l'Euro 2021, bah peut-être que, et c'est ça qui est bizarre, peut-être que l'Euro 2021, c'était peut-être la compétition où je me disais, ouais, l'équipe de France, elle est solide quand même. En plus, ils avaient commencé à trouver un fond de jeu, ils avaient fait revenir Benzema, Pogba était revenu en forme, etc. Tu te dis, ah là, on a des arguments. Mbappé, Benzema devant, ça peut être quand même du lourd. Puis finalement, bah tu t'es sorti en 8e par la Suisse. Donc vraiment, c'est voilà. Et enfin, Coupe du Monde 2022, pareil, après l'Euro que t'as fait, tu te dis, ouais, je pense que c'est la fin de la génération, il y avait pas mal de joueurs qui arrivaient en fin de carrière internationale, style les Varane, les trucs comme ça, les Lloris et tout. Et puis finalement, tu sais pas trop comment, hein, honnêtement, hein, c'est encore au forceps, tu te hisses en finale, tu te fais rouler dessus pendant 70 minutes, et puis finalement, tout d'un coup, il y a un gars qui décide de marquer un triplé, donc un but et 2 penalties, et c'est, enfin voilà, et puis tu rentres dans l'irrationnel, et puis sur une frappe de Kolo Muani, en fait, maintenant, t'as plus besoin de dire une frappe ratée de Kolo Muani, t'as juste à dire une frappe de Kolo Muani. Sur une frappe de Kolo Muani, tu es à 10 cm, peut-être, de gagner la Coupe du Monde, ou en tous les cas de gagner la Coupe du Monde en fait. donc voilà. Puis tu vas au penalty et tu te fais sortir parce que y a un gardien qui est exceptionnel en face et que nous on a une pompe à vélo au penalty. Voilà, parce que Hugo Lloris a été un très bon gardien dans sa carrière, mais pas au penalty malheureusement. Donc voilà. Donc c'est tu peux pas en fait t'attendre à quoi que ce soit avec l'équipe de France. Et encore une fois, cette année, tu peux pas trop savoir ce que ça va donner. Moi, je sais absolument pas quoi dire pour cette équipe de France. J'ai essayé d'être objectif et d'analyser de façon posée les forces et les faiblesses que l'équipe de France a. Je vois beaucoup de faiblesses, pas beaucoup de forces. Alors, excepté Didier Deschamps qui a une force, vraiment, très clairement. Par exemple, si on prend Southgate, l'Angleterre avec Southgate et l'équipe de France avec Didier Deschamps, très clairement, tu vois la différence. Hein, c'est pas du tout la même chose. Deschamps, même avec des bouts de chandelle, il va au bout quasi de toutes les compétitions dans lesquelles il joue, en fait. Donc voilà, parce qu'il a ça en lui et il arrive à le transmettre à ses joueurs et il crée des groupes, etc. Southgate, c'est pas des bouts de chandelle qu'il a, c'est carrément des luminaires qu'il a, et il arrive nulle part. Parce que, voilà, bon, quoique, tu regardes quand même les 3 dernières compétitions de l'Angleterre, c'est demi-finale, finale, quart de finale. Hein. Donc, c'est pas non plus... Ils tournent autour, là, pour l'instant. Hein. Donc voilà, ils font demi-finale de la Coupe du Monde 2018, finale de l'Euro 2021, et sans le geste magique de Chiellini, peut-être qu'il gagne l'Euro, et puis ils font quart de finale, ils rencontrent encore une fois l'équipe qui va au bout, en l'occurrence c'est la France, mais enfin qui gagne, mais voilà quoi.
Mais ouais, ça va être complexe. Et l'Autriche, effectivement, tu vois, Arnautovic, Alaba est blessé. Je crois que Leimer est blessé. Arnautovic, il joue au Cotonou, tu dis qu'il ne joue pas, il joue pas parce qu'il est blessé ou parce que ça, si Arnautovic est blessé, je l'ai raté celui-là. Mais en tous les cas, ça change pas que c'est une Autriche qui est un peu affaiblie, mais qui va poser des problèmes. Donc on va voir ce soir ce que ça va donner, et surtout physiquement, parce que les 2 matchs de préparation, c'était pas 2 matchs de préparation, c'est 2 matchs de fitness en groupe, contre le Luxembourg et contre, je sais même plus quelle équipe là, tout éclaté au sol. Donc voilà, ouais, non, c'était, bref, c'était compliqué les matchs, et c'était compliqué à regarder, et puis c'était vraiment zéro rythme, rien. Donc là, on va voir si ce soir, le Canada, ouais. On va voir si ce soir ils ont du rythme ou pas. Parce que finalement c'est ça en fait qu'il faut que l'équipe de France ait, c'est que physiquement elle soit au niveau. Si elle est pas au niveau, l'équipe de France, étant donné qu'il n'y a pas de fond de jeu, t'es mort en fait. T'es mort dans le film, oublie, c'est pas la peine. Et comme il y a beaucoup de nos joueurs qui sont pas en super forme, je sais pas ce que ça va donner. On verra. Bref, voilà. Au Canada. Il commence pas le match en tout cas. Bah non, il commence pas. Pourquoi il commence pas? Il commence pas le match, pardon, Arnautovic. Oui, d'accord, excuse-moi, j'avais pas compris ta phrase. Donc, ouais, on verra bien. Mais il est très possible qu'on soit surpris, encore une fois, par Didier Deschamps. Et franchement, s'il le fait, s'il gagne l'Euro, là, bon, je pense que on a pu être discuté, c'est le meilleur. Moi, déjà, je trouve que c'est le meilleur sélectionneur de l'équipe de France de tous les temps. Donc voilà, ça, c'est sûr et certain. De par son palmarès, ses prestations. Parce que le problème, c'est que s'il avait gagné 1 Euro, une Coupe du Monde, par exemple, en tant que sélectionneur, il aurait le meilleur palmarès. Mais s'il l'avait fait que sur 4 ans, bon, tu te dis, ok, il avait une super génération, terminé, next. Là, en fait, quand même, si tu regardes ses premières équipes en 2014, et la Coupe du Monde où ils ont fait quart de finaliste, et ces dernières équipes, là, en 2024, en fait, il y a quand même eu énormément de joueurs qui ont tourné. On se rend pas compte, mais quand on regarde les trucs, les joueurs stars, c'était quand même Sissoko, Matuidi, Payet, etc. Tout ça, ça a dégagé. Et je pourrais en citer beaucoup. Donc, en fait, il a eu plusieurs générations. Il en a eu au moins 3. C'est la 3e génération là qui fait jouer. Tu vois, les Thuram, les Kamavinga, Chouameni, tout ça, Konaté ou Upamecano. Ça n'existait pas à la Coupe du Monde 2018, par exemple. Donc c'est quand même vraiment incroyable. Valbuena aussi, tu as tout à fait raison. Mais c'est quand même vraiment incroyable d'avoir des prestations aussi solides. Donc franchement, excepté l'Euro 2021 où il passe pas les 8e de finale, mais sinon il fait quart de finale, victoire, quart de finale, finale, victoire, 8e de finale, finale. Et là, c'est sa 5e ou 6e compétition. Donc franchement, impressionnant. Mais c'est, Gignac, Valbuena, etc. Tous ces joueurs-là, ils sont plus là. En fait, il a vraiment eu des générations complètement différentes. Alors, il reste Griezmann de 2016, par exemple. Il reste Mbappé de 2018, des trucs comme ça. Mais t'as 1 ou 2 joueurs qui restent de générations précédentes, mais t'en as pas beaucoup en fait. T'en as pas plus beaucoup. Regarde, le goal il a changé, la défense centrale ça a changé, les latéraux ça a changé, les milieux de terrain c'est terminé, ça a changé, les attaquants même de côté ça a changé. Dembélé, il n'était pas sélectionné, enfin bref. Donc ouais non, il y a que Giroud par exemple qui reste lui aussi. Il y a Giroud, Griezmann, Mbappé mais depuis 2018. Donc voilà, donc c'est vraiment impressionnant et je pense que si en plus il gagne l'Euro là cette année, ça devient vraiment probablement un des meilleurs sélectionneurs de l'histoire du football en fait. Donc voilà. Et puis surtout, ce sera le premier sélectionneur jamais existé qui aura gagné l'Euro et la Coupe du Monde en tant que joueur et l'Euro et la Coupe du Monde en tant que sélectionneur. Ça n'arrivera pas, il n'y a personne qui l'a fait encore, alors peut-être ça arrivera, mais franchement, ils doivent pas être beaucoup, les sélectionneurs à avoir déjà gagné en tant que joueur la Coupe du Monde et l'Euro. Donc s'il fait ça, franchement, chapeau. C'est incroyable, c'est vraiment Dédé la gagne, c'est hallucinant, c'est moche, on s'emmerde, mais c'est Dédé la gagne, c'est incroyable. Donc voilà, donc on verra bien ce que ça donne, mais j'espère être surpris par l'équipe de France. Ça change pas que c'est impronosticable. Cette équipe est impronosticable. Je peux pas te dire. À chaque fois que j'ai eu un pronostic, je me suis planté. Bon,
C'est pas comme s'il y avait qu'avec l'équipe de France. Mais je suis pas le seul. Je veux dire, c'est des pronostics que j'ai entendus ailleurs aussi. Donc voilà. Del Bosque l'a fait. Del Bosque, c'est vrai? Non, Del Bosque, il avait pas gagné Coupe du Monde. Bah, Del Bosque, il a pas gagné Coupe du Monde en tant que joueur. Je pense pas qu'il ait gagné l'Euro d'ailleurs, non plus en tant que joueur. Mais Euro, Mondial, Euro, oui, ça. Non, mais en tant que sélectionneur, bien sûr, ça, il n'y a pas de problème. Ce que je disais, c'est que Deschamps serait le seul sélectionneur à avoir et gagné l'Euro et la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant que sélectionneur. D'accord? Après, oui, effectivement, Del Bosque, mais encore, Del Bosque, il fait pas Euro, Mondial, Euro, hein, parce que c'est, comment il s'appelle, le sélectionneur, c'est l'ancien entraîneur de l'Atlético Madrid qui gagne l'Euro 2008 avec la Roja, et ensuite Del Bosque vient pour la Coupe du Monde 2010 et il reste aussi pour l'Euro 2012. Mais c'est pas le même sélectionneur. C'est comment il s'appelle ce monsieur là qui était avant à l'Atlético Madrid de Madrid d'ailleurs. Ouais, je me souviens plus. Ah, oh là là. Bon bref, c'est pas grave. Mais voilà, en tous les cas. En tous les cas. Et puis bah l'équipe d'Espagne a rien gagné avant 2008. Elle a jamais rien gagné. Elle n'a pas gagné un Euro, elle n'a pas gagné une Coupe du Monde avant 2008, 2010, 2012. Et depuis, elle a déjà non plus rien gagné. Donc c'est vraiment, il y a que Deschamps qui est capable de faire ça. Il y a que lui, je pense. Bah tu vois, des sélectionneurs comme Beckenbauer ou je sais pas. Peut-être même Ancelotti, elle l'a pas fait non plus, hein, pas gagné la Coupe du Monde, pas gagné l'Euro. Donc voilà. Salut Kif Kony, ça va ou quoi? Bien? T'es arrivé un peu tard parce que là on était en train de terminer, mais ça me fait vraiment plaisir que tu viennes. On était en train de terminer. Pourquoi? Bah parce qu'il faut être prêt pour le match de l'équipe de France. J'espère que tu vas passer une bonne soirée cette fois-ci, parce que bon, je pense que l'Espagne-Croatie, tu l'as peut-être un peu mal digéré. Espérons que ce soir, le France-Autriche, tu le digères un peu mieux. Donc voilà, parce que bon, si tu perds avec tes deux équipes, c'est relou, hein. Franchement, 0%, c'est chiant. Hein. J'ai cru que tu faisais l'avant-match. Oui, alors je fais plutôt l'avant-match. J'ai fait... en gros, on a débriefé. Si tu veux revoir le stream, n'hésite pas sur YouTube ou sur Twitch. Mais oui, on a débriefé les 4 jours de compète. Et puis voilà, donc on a fait 3 thèmes. On s'amuse à l'Euro, les gros sont là. Où en est la France? Donc voilà, et puis bah on allait se préparer pour aller regarder le match, et lundi prochain on pourra débriefer cette fois-ci les matchs de l'équipe de France, parce qu'en plus vendredi soir, je pense que ça va vraiment être un match intéressant, France-Pays-Bas, ou Pays-Bas-France, je sais pas exactement, donc voilà, donc ça va être vraiment vraiment top, donc voilà. Bon, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore d'avoir été là. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour vraiment la rentrer dans le vif du sujet, parce que quasi toutes les équipes auront joué 2 matchs. Donc, on aura vraiment une vision plus ou moins panoramique de l'état des équipes, parce que bon, un match c'est un peu court, mais c'était déjà bien de faire un point là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée, espérons que ça se passe bien pour l'équipe de France. En tous les cas, je dis ça pour moi. S'il y a des Autrichiens qui écoutent, je vous souhaite aussi que ça se passe bien pour vous. Donc voilà, et puis sinon on se revoit bientôt, et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao.